Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes sur D8 et vous vous apprêtez à écouter un roman de littérature française. Et oui, dans Voyage, on lit des livres, on réentend des classiques et on apprend plein de choses également. Par exemple, est-ce que vous saviez que Balzac, il a entretenu une correspondance pendant 18 ans et qu'au final, il s'est marié avec la femme qui lui avait écrit au départ pour lui faire la critique donc, de ses romans? Peut-être. En tout cas, moi, je ne le savais pas, mais je vous l'apprends, je suis heureuse de vous l'apprendre. Et du coup, on va poursuivre, comme je vous le disais, le roman de Balzac qui s'intitule Illusion perdue. Alors, c'est un roman qui est très épais, il y a beaucoup de pages, et c'est une histoire initiatique. Évidemment, c'est le thème de l'initiation, et Balzac va introduire beaucoup de lui-même dans ce roman. Alors, c'est pas du tout autobiographique, mais il y a quand même des petits éléments qui concordent avec la vie de Balzac. Par exemple, notre héros, c'est un jeune provincial d'Angoulême, il s'appelle Lucien Chardon, et c'est un jeune poète ambitieux, et puis il va vouloir monter à Paris pour se faire connaître et pour travailler. Eh bien, Balzac, c'est un petit peu pareil. Lui, il vient de Tours et puis il est venu à Paris s'installer à l'âge de 20 ans avec sa famille. Et puis, il a essayé de travailler un petit peu comme il a pu. Et puis, ça n'a pas forcément marché tout de suite. Il s'est beaucoup ruiné au départ. Balzac, il a voulu investir dans l'imprimerie, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il s'est lancé dans l'écriture et ça n'a pas forcément fonctionné tout de suite non plus. Et puis, les illusions, par exemple, ça décrit le monde, justement, ce que je vous disais, complexe de l'imprimerie, du journaliste, voilà. Et les échecs littéraires, c'est ce que je vous disais, ne sont pas du tout inconnus à Balzac. Alors, il publie, c'est vrai, sans relâche, en particulier dans les journaux, mais ça ne fonctionne pas de façon sûre à chaque fois. Et du coup, ce qui est intéressant dans les illusions, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux et d'analyses de comportement. Par exemple, les rituels de la société aristocratique, un petit peu bourgeoise, parisienne, mais aussi la petite bourgeoisie de province. On parle également de la monarchie de Juillet, pardon, et on va parler également de la vie mondaine. Et alors, il y a pas mal de références, parce que ça, évidemment, c'était la vie de Balzac, et vous allez voir, il les a intégrées de façon tout à fait astucieuse et ingénieuse dans le roman. Et comme je vous disais, donc Lucien, notre héros principal, a un très bon ami qui s'appelle David Séchard. Et ce David Séchard est marié à la sœur de Lucien. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vous dis. On verra après comment les intrigues se nouent. Et je voulais vous dire aussi que Lucien, il est fou amoureux d'une femme. Ça s'appelle Madame de Bargeton, c'est une femme mariée, c'est la plus belle femme, en tout cas la femme la plus en vue de la société d'Angoulême. Et si on fait un parallèle, c'est à 21 ans que Balzac, lui aussi, a rencontré Madame de Berry. Voilà, Madame de Berry, on peut dire clairement qu'elle a influencé le personnage de Madame de Bargeton, puisque Balzac, il a eu une aventure de 10 ans, une liaison qui a duré 10 ans avec Madame de Berry. Elle est devenue son amante, sa protectrice, et elle l'a beaucoup aidé, un petit peu comme est en train de le faire là, Madame de Bargeton, dans le roman. Voilà, d'ailleurs, c'est sur ça que je vais reprendre. On est en plein dans cette histoire. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien, hein. Le jeune poète, donc Lucien, a été présenté à Madame de Bargeton. Elle l'aime bien, et puis elle commence à le prendre un petit peu sous son aile, à le faire venir régulièrement, à l'aider un petit peu. Et puis Lucien, bon lui il est fou amoureux hein, depuis le début, il s'en rend pas encore complètement compte, mais finalement Madame de Bargeton, elle se dit quand même, le petit jeune là il est pas mal, hein. Alors évidemment on a 17 ans d'écart, mais il me plaît bien, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de tomber amoureuse d'un petit jeune et blablabla, d'autant plus qu'il y a un autre rival qui s'appelle Sixte, Monsieur Sixte de Châtelet, du Châtelet, pardon, et qui lui a bien l'intention aussi de séduire Madame de Bargeton. Voilà où on en est et je reprends tout de suite la lecture. C'est parti, très très bon voyage à vous, vous êtes sur D8, c'est parti. Du Châtelet paya pour Chardon. Chacun lui marqua de la froideur. En se sentant attaqué, le directeur des contributions, qui depuis le moment où elle l'avait appelé Châtelet, s'était juré à lui-même de posséder Madame de Bargeton, entra dans les vues de la maîtresse du logis. Il soutint le jeune poète en se déclarant son ami. Ce grand diplomate, dont s'était si maladroitement privé l'empereur, caressa Lucien. Pour lancer le poète,
il donna un dîner où se trouvèrent le préfet, le receveur général, le colonel du régiment en garnison, le directeur de l'école de la marine, le président du tribunal, enfin toutes les sommités administratives. Le pauvre poète fut fêté si grandement que tout autre qu'un jeune homme de 22 ans aurait véhémentement soupçonné de mystification les louanges au moyen desquelles on abusa de lui. Enfin, au dessert, Châtelet fit réciter à son rival une ode de Sardanapale, le chef-d'œuvre du moment. En l'entendant, le proviseur du collège, homme flegmatique, battit des mains en disant que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas mieux fait. Le baron Sixte Châtelet pensa que le petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la serre chaude des louanges et que, dans l'ivresse de sa gloire anticipée, il se permettrait quelque impertinence qu'il ferait rentrer dans son obscurité primitive. Bon, en gros, il ne peut pas le saquer. En attendant le décès de ce génie, il parut immoler ses prétentions aux pieds de Madame de Bargeton. Mais avec l'habileté des roués, il avait arrêté son plan et suivi avec attention stratégique la marche des deux amants en épiant l'occasion d'exterminer Lucien. Il s'éleva dès lors dans Angoulême et dans les environs un bruit sourd qui proclamait l'existence d'un grand homme en Angoumois. Madame de Bargeton était généralement louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune aigle. Une fois sa conduite approuvée, elle voulut obtenir une sanction générale. Elle tambourina dans le département une soirée à glace, à gâteaux et à thé. Grande innovation dans la ville où le thé se vendait encore chez les apothicaires comme une drogue employée contre les indigestions. La fleur de l'aristocratie fut conviée pour entendre une grande œuvre que devait lire Lucien. Louise avait caché les difficultés vaincues à son ami, mais elle lui toucha quelques mots de la conjuration formée contre lui par le monde, car elle ne voulait pas lui laisser ignorer les dangers de la carrière que doivent parcourir les hommes de génie et où se rencontrent les obstacles infranchissables au courage médiocre. Elle fit de cette victoire un enseignement. De ses blanches mains, elle lui montra la gloire achetée par de continuels supplices, elle lui parla du bûcher des martyrs à traverser, elle lui beurra ses plus belles tartines et les panacha de ses plus pompeuses expressions. Ce fut une contrefaçon des improvisations qui déparent le roman de Corinne. Louise se trouva si grande par son éloquence qu'elle aima davantage le Benjamin qui la lui inspirait. Elle lui conseilla de répudier audacieusement son père en prenant le noble nom de Rubempré, sans se soucier des criailleries soulevées par un échange que d'ailleurs le roi légitimerait. « Cher petit, lui dit Louise d'une voix tendrement moqueuse, plus tôt il se fera, plus vite il sera sanctionné. » Elle souleva l'une après l'autre les couches successives de l'état social et fit compter au poète les échelons qu'il franchissait soudain par cette habile détermination. « Enfant, si l'on nous voyait, je serais bien ridicule, dit-elle, en se réveillant d'une torpeur extatique. » Pendant cette soirée, l'esprit de Madame de Bargeton fit de grands ravages dans ce qu'elle nommait les préjugés de Lucien. À l'entendre, les hommes de génie n'avaient ni frère, ni sœur, ni père, ni mère. Les grandes œuvres qu'ils devaient édifier leur imposaient un apparent égoïste, en les obligeant de tout sacrifier à leur grandeur. Si la famille souffrait d'abord des dévorantes exactions, perçues par un cerveau gigantesque, plus tard elle recevrait au centuple le prix des sacrifices, de tout genre exigés par les premières luttes d'une royauté contrariée, en partageant les fruits de la victoire. Le génie ne relevait que de lui-même. Il était seul juge de ses moyens, car lui seul connaissait la fin. Il devait donc se mettre au-dessus des lois, appeler qu'il était allé refaire. Et d'ailleurs, qui s'empare de son siècle peut tout prendre, tout risquer, car tout est à lui. Elle citait les commencements de la vie de Bernard de Palissy, de Napoléon, de Christophe Colomb, de César, etc. Et ces raisonnements abondaient dans les vices secrets de Lucien et avançaient la corruption de son cœur, car dans l'ardeur de ses désirs, il admettait les moyens a priori. Mais ne pas réussir est un crime de lèse-majesté sociale. Un vaincu n'a-t-il pas alors assassiné toutes les vertus bourgeoises sur lesquelles repose la société, qui chasse avec horreur les Marius assis devant les ruines? Lucien, qui ne se savait pas entre l'infamie des bagnes et les palmes du génie, planait sur le Sinaï des prophètes sans savoir
au bas la mer morte, l'horrible suaire de Gomorrhe. Louise débrida si bien le cœur et l'esprit de son poète que Lucien voulut éprouver Madame de Bargeton afin de savoir s'il pouvait, sans éprouver la honte d'un refus, conquérir cette haute proie. La soirée annoncée lui donna l'occasion de tenter cette épreuve. L'ambition se mêla d'amour. Il aimait et voulait s'élever, double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. En conviant aujourd'hui tous ces enfants à un même festin, la société réveille leurs ambitions dès le matin de la vie. Elle destitue la jeunesse de ses grâces et vicie la plupart de ses sentiments généreux en y mêlant des calculs. La poésie voudrait qu'il en fût autrement, mais le fait vient trop souvent démentir la fiction à laquelle on voudrait croire, pour qu'on puisse se permettre de représenter le jeune homme autrement qu'il est au XIXe siècle. Le calcul de Lucien lui parut fait au profit d'un beau sentiment, de son amitié pour David. Lucien écrivit une longue lettre à sa Louise, car il se trouva plus hardi, la plume à la main, que la parole à la bouche. En 12 feuillets, 3 fois recopiés, il raconta le génie de son père, ses espérances perdues, et la misère horrible à laquelle il était en proie. Il peignit sa chère sœur comme un ange, David comme un cuvier futur, qui, avant d'être un grand homme, était un père, un frère, un ami pour lui. Il se croirait indigne d'être aimé de Louise. Sa première gloire, s'il ne lui demandait pas de faire pour David ce qu'elle faisait pour lui-même, s'il renoncerait à tout plutôt que de trahir David Séchard, il voulait que David assistât à son succès. Il écrivit une de ces lettres folles où les jeunes gens opposent le pistolet à un refus, où tourne le casuisme de l'enfance, où parle la logique insensée des belles âmes. Délicieux verbiage brodé de ces déclarations naïves échappées du cœur à l'insu de l'écrivain, et que les femmes aiment tant. Après avoir remis cette lettre à la femme de chambre, Lucien était venu passer la journée à corriger des épreuves, à diriger quelques travaux, à mettre en ordre les petites affaires de l'imprimerie, sans rien dire à David. Dans les jours où le cœur est encore enfant, les jeunes gens ont de ces sublimes discrétions. D'ailleurs, peut-être Lucien commençait-il à redouter la hache de Phocion. Et oui, que savait manier David ? Peut-être craignait-il la clarté d'un regard qui allait au fond de l'âme. Après la lecture de Chénier, son secret avait passé de son cœur sur ses lèvres, atteint par un reproche qu'il sentit comme le doigt que pose un médecin sur une plaie. Maintenant, embrassez les pensées qui durent assaillir Lucien pendant qu'il descendait à Angoulême. À L'Houmeau, cette dame, s'était-elle fâchée? Allait-elle recevoir David chez elle? L'ambitieux ne serait-il pas précipité dans son trou? Quoiqu'avant de baiser Louise au front, Lucien eût pu mesurer la distance qui sépare une reine de son favori, il ne se disait pas que David ne pouvait franchir en un clin d'œil l'espace qu'il avait mis 5 mois à parcourir. Ignorant combien était absolu l'ostracisme prononcé sur les petites gens, il ne savait pas qu'une seconde tentative de ce genre serait la perte de Madame de Bargeton. Atteinte et convaincue de s'être encanaillée, Louise serait obligée de quitter la ville, où sa caste la fuirait comme au Moyen-Âge, où fuyait un lépreux. Le clan de fine aristocratie et le clergé lui-même défendraient Naïs envers et contre tous, au cas où elle se permettrait une faute. Mais le crime de voir mauvaise compagnie ne lui serait jamais remis. Car si l'on excuse les fautes du pouvoir, on le condamne après son abdication. Or, recevoir David, n'était-ce pas abdiquer ? Si Lucien n'embrassait pas ce côté de la question, son instinct aristocratique lui faisait pressentir bien d'autres difficultés qui l'épouvantaient. La noblesse des sentiments ne donne pas inévitablement la noblesse des manières. Si Racine avait l'air du plus noble courtisan, Corneille ressemblait fort à un marchand de bœufs. Descartes avait la tournure d'un bon négociant hollandais. Et souvent, en rencontrant Montesquieu, son râteau sur l'épaule, son bonnet de nuit sur la tête, les visiteurs de la Brède le prirent pour un vulgaire jardinier. L'usage du monde, quand il n'est pas un don de haute naissance, une science sucrée avec du lait, ou transmise par le sang, constitue une éducation que le hasard doit seconder par une certaine élégance de forme, par une distinction dans les traits, par un timbre de voix. Toutes ces grandes petites choses manquaient à David. Tandis que la nature en avait doué son ami, gentilhomme par sa mère, Lucien avait jusqu'aux pieds hauts courbé du franc.
Tandis que David Séchard avait les pieds plats du Welsh et l'encolure de son père le pressier, Lucien entendait les railleries qui pleuvraient sur David. Il lui semblait voir le sourire que réprimanderait Madame de Bargeton. Enfin, sans avoir précisément honte de son frère, il se promettait de ne plus écouter. Ainsi son premier mouvement est de le discuter à l'avenir. Donc, après l'heure de la poésie et du dévouement, après une lecture qui venait de montrer aux deux amis les campagnes littéraires éclairées par un nouveau soleil, l'heure de la politique et des calculs sonnait pour Lucien. En rentrant dans l'houmeau, il se repentait de sa lettre. Il aurait voulu la reprendre, car il apercevait par une échappée les impitoyables lois du monde. En devinant combien la fortune acquise favorisait l'ambition, il lui coûtait de retirer son pied du premier bâton, par laquelle, cette échelle, il devait la monter à l'assaut des grandeurs. Puis les images de sa vie, simple et tranquille, parées des plus vives fleurs du sentiment, ce David plein de génie qui l'avait si noblement aidé, qui lui donnerait au besoin sa vie, sa mère si grande dame dans son abaissement, et qui le croyait aussi bon qu'il était spirituel, sa sœur, cette fille si gracieuse dans sa résignation, son enfance si pure et sa conscience encore blanche, ses espérances qu'aucune bise n'avait effeuillées, tout refleurissait dans son souvenir. Il se disait alors qu'il était plus beau de bercer les épais bataillons de la tourbe aristocratique que de parvenir par les faveurs d'une femme. Au lieu de l'amour que le savant porte à sa retraite, Lucien éprouvait depuis un mois une sorte de honte en apercevant la boutique où se lisait en lettres jaunes sur fond vert « Pharmacie de Postel, successeur de Chardon ». Et oui, parce que le père de Lucien, si vous avez suivi, il était apothicaire, voilà, et du coup il est mort et ils ont dû du coup revendre la pharmacie. Le nom de son père, je reprends la lecture, le nom de son père, écrit ainsi dans un lieu par où passaient toutes les voitures, lui blessait la vue. Le soir où il franchit sa porte ornée d'une petite grille à barreaux de mauvais goût, pour se produire à Beaulieu, parmi les jeunes gens les plus élégants de la haute ville, en donnant le bras à Madame de Bargeton, il avait étrangement déploré le désaccord qu'il reconnaissait entre cette habitation et sa bonne fortune. Aimer Madame de Bargeton, la posséder bientôt peut-être, et loger dans ce nid à rats, se disait-il, en débouchant par l'allée dans la petite cour où plusieurs paquets d'herbes bouillies étaient étalés le long des murs, où l'apprenti récurait les chaudrons du laboratoire, où M. Postel, ceint d'un tablier de préparateur, une cornue à la main, examinait un produit chimique, tout en jetant l'œil sur sa boutique. Et s'il regardait trop attentivement sa drogue, il avait l'oreille à la sonnette, l'odeur des camomilles, des menthes, de plusieurs plantes distillées, remplissait la cour et le modeste appartement, où l'on montait par un de ces escaliers droits, appelés des escaliers de meunier, sans autre rampe que de cordes. Au-dessus était l'unique chambre en mansarde où demeurait Lucien. « Bonjour mon fiston, lui dit M. Postel, le véritable type du boutiquier de province. Comment va notre petite santé ? Moi, je viens de faire une expérience sur la mélasse, mais il aurait fallu votre père pour trouver ce que je recherche. C'est un fameux homme, celui-là. Si j'avais connu son secret contre la goutte, nous roulerions tous deux carrosse aujourd'hui. » Il ne se passait pas de domaine que le pharmacien ne connaisse pas. Enfin, le père de Lucien. Car celui-ci ne donna un coup de poignard à Lucien en lui parlant de la fatale discrétion que le père avait gardée sur sa découverte. « C'est un grand malheur, » répondit brièvement Lucien, qui commençait à trouver l'élève de son père prodigieusement commun après l'avoir souvent béni. Car plus d'une fois, l'honnête Postel avait secouru la veuve et les enfants de son maître. « Qu'avez-vous donc » demanda M. Postel, en posant son éprouvette sur la table du laboratoire. « Est-il venu quelques lettres pour moi ?»« Oui, une qui flaire comme baume. Elle est auprès de mon pupitre, sur le comptoir. » La lettre de Madame de Bargeton mêlée aux bocaux de la pharmacie. Lucien s'élança dans la boutique. « Dépêche-toi, Lucien, ton dîner t'attend depuis 1 heure, il sera froid !» cria doucement une jolie voix à travers la fenêtre. « Il est toqué, votre frère, mademoiselle !» dit Postel en levant le nez. Le célibataire, assez semblable à une petite tonne d'eau-de-vie sur laquelle la fantaisie d'un peintre aurait mis une grosse figure grêlée de pieds de vérole et rougeaude, prit en regardant Ève un air cérémonieux et agréable qui prouvait qu'il pensait à épouser la fille de son prédécesseur, sans pouvoir mettre fin au contrat que l'amour et l'intérêt se livraient dans son cœur. Aussi disait-il souvent à Lucien,
En souriant, la phrase qu'il lui redit quand le jeune homme repasse après lui. « Ah, elle est fameusement jolie, votre sœur, hein? Vous n'êtes pas trop mal non plus, votre père faisait tout bien, votre sœur, qu'est-ce qu'elle est jolie !» Ève était une grande brune aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Quoiqu'elle offrît les symptômes d'un caractère viril, elle était douce, tendre et dévouée. Sa candeur, sa naïveté, sa tranquille résignation à une vie laborieuse, sa sagesse que nulle médisance n'attaquait, avaient dû séduire David Séchard. Aussi, depuis leur première entrevue, une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux, à l'allemande, sans manifestation bruyante ni déclaration empressée. Chacun d'eux avait pensé secrètement à l'autre, comme s'ils eussent été séparés par quelque mari jaloux, que ce sentiment aurait offensé. Tous deux se cachaient de Lucien, à qui peut-être ils croyaient porter quelque dommage. David avait peur de ne pas plaire à Ève, qui de son côté se laissait aller aux timidités de l'indigence. Une véritable ouvrière aurait eu de la hardiesse, mais une enfant bien élevée et déchue se conformait à sa triste fortune. Modeste en apparence, fière en réalité, Ève ne voulait pas courir au fils d'un homme qui passait pour riche. En ce moment, les gens au fait de la valeur croissante des propriétés estimaient à plus de 40 000 francs le domaine de Marsac, sans compter les terres que le vieux Séchard, riche d'économie, heureux à la récolte, habile à la vente, devait y joindre en guettant les occasions. David était peut-être la seule personne qui ne sût rien de la fortune de son père. Pour lui, Marsac était une bicoque achetée en 1810, 15 ou 16 000 francs, où il allait une fois par an au temps des vendanges et où son père le promenait à travers les vignes en lui vantant des récoltes que l'imprimeur ne voyait jamais et dont il se souciait fort peu. L'amour d'un savant habitué à la solitude et qui agrandit encore les sentiments, en s'en exagérant les difficultés, voulait être encouragé. Car pour David, Ève était une femme plus imposante que ne l'est une grande dame pour un simple clerc. Gauche et inquiet près de son idole, aussi pressé de partir que d'arriver, l'imprimeur contenait sa passion au lieu de l'exprimer. Et souvent, le soir, après avoir forgé quelques prétextes pour consulter Lucien, il descendait à la place du Mûrier jusqu'à L'Houmeau par la porte Palais. Mais en éteignant la porte verte à barreaux de fer, il s'enfuyait, craignant de venir trop tard ou de paraître important à Ève, qui sans doute était couchée. Quoique ce grand amour ne se révélât que de petites choses, Ève l'avait bien compris. Elle était flattée sans orgueil de se voir l'objet du profond respect, empreint dans les regards, dans les paroles, dans les manières de David. Mais la plus grande séduction de l'imprimeur était son fanatisme pour Lucien. Il avait deviné le meilleur moyen de plaire à Ève. Pour dire en quoi les muettes délices de cet amour différaient des passions tumultueuses, il faudrait le comparer aux fleurs champêtres, opposées aux éclatantes fleurs des parterres. C'étaient des regards doux et délicats, comme des lotos bleus qui nagent sur les eaux, des expressions fugitives comme les faibles parfums de l'églantine, des mélancolies tendres comme le velours des mousses, fleurs de deux belles âmes qui naissent d'une terre riche, féconde, immuable. Ève avait plusieurs fois déjà deviné la force cachée sous cette faiblesse. Elle tenait si bien compte à David de tout ce qu'il n'osait pas, que le plus léger incident pouvait amener une plus intime union de leur âme. Lucien trouva la porte ouverte par Ève et s'assit, sans lui dire rien, à une petite table posée sur un X, sans linge, où son couvert était mis. Le pauvre petit ménage ne possédait que 3 couverts d'argent. Ève les employait tous pour le frère chéri. « Et alors, que lis-tu donc là ?» dit-elle après avoir mis un plat sur la table. Lucien ne répondit pas. Elle prit une petite assiette coquettement arrangée avec les feuilles de vigne et la mit sur la table avec une jatte pleine de crème. « Tiens, Lucien, je te lis des fraises. » Lucien prêtait tant d'attention à sa lecture qu'il n'entendit point. Ève vint alors s'asseoir près de lui, sans laisser échapper un murmure, car il entre dans le sentiment d'une sœur pour son frère, un plaisir immense à être traité. « Mais qu'as-tu donc » s'écria-t-elle en voyant briller des larmes dans les yeux de son frère. « Rien, rien, Ève, dit-il. C'est juste que c'est déjà la fin de cette émission et qu'on va devoir poursuivre la lecture lors d'un prochain voyage. Et oui, vous l'avez compris, on arrive à la fin, le chronomètre touche à la fin, on est déjà à -2. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très vite sur D8 parce qu'on est en retard. Allez, salut!